Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Sébastien Gaillard, je suis directeur audio chez Dontnod Entertainment et donc je travaille là-bas depuis 9 ans maintenant. Je voudrais d'abord remercier Pierre d'avoir organisé ces petites conférences et aussi les PITA de nous accueillir. Et donc en gros, je vais vous parler du métier du sound design, de sound designer, en essayant un petit peu de parcourir tous les différents métiers au sein du sound design, puisque vous verrez qu'il y en a plusieurs. Je ne rentrerai pas dans les détails hyper précis, parce que bon, ça pourrait durer des heures. Et en plus, il y a certaines technologies qu'on utilise chez Dontnod qui sont propriétaires, donc je ne peux pas vous montrer. Voilà, donc je commencerai par une petite présentation personnelle pour vous raconter un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait avant de rentrer dans le jeu vidéo. Ensuite, je vous parlerai des cursus et des différents profils de sound designer. J'enchaînerai avec notre rôle et l'interaction qu'on a au sein du jeu vidéo avec les autres corps de métier. Ensuite, on parlera voilà, on rentrera dans le vif du sujet avec les éléments qui composent une bande son, puisqu'il y en a une multitude. Et notamment, vous verrez souvent, je parlerai d'un outil qui s'appelle Wwise, WWise, qui est un moteur audio qui a été développé par des anciens sound designers et qui est donc dédié pour nous. Comme il y a Unreal et Unity pour la programmation, nous aussi, maintenant, on a notre moteur audio qui permet de faire tout plein de choses très sympas. Et je finirai par une petite question-réponse. Donc c'est parti. Je suis Sébastien Gaillard. J'ai commencé. Ah oui, pardon. Non, si c'est bon. Donc j'ai commencé. J'ai fait un bac S option maths. Ensuite, moi la musique, le son, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je savais pas trop. J'avais pas trouvé d'école pour faire ça. Du coup, j'ai fait un DUG MIAS, maths informatique. J'ai fait la première année, ensuite je suis rentré en première année d'UP informatique. J'ai arrêté l'UP, j'ai fait mon DUG, et ensuite je suis rentré donc à l'ESRA, dans la section, à l'ISTS plus précisément, qui est la section son de l'ESRA, où donc j'ai fait 3 ans là-bas, et j'ai fait une spécialité studio d'enregistrement, tout ce qui était enregistrement de groupe, etc. Donc ensuite j'ai logiquement, entre guillemets, bossé notamment pour Sony Music en tant qu'ingénieur du son. Ah, ça a coupé. Donc j'ai travaillé dans des studios d'enregistrement musique, sur du recording d'artistes. Et ensuite, j'ai trouvé une annonce à un moment donné, ils cherchaient un sound designer. J'ai dit, tiens, pourquoi pas allier la musique et ma passion pour l'informatique. À l'époque des MO5, Amiga, Atari et consorts. Et donc je suis rentré chez Cryo Interactive en 2000, à l'époque où c'était un peu la fête. On était 300 dans cette boîte. Cryo a fermé en grosso merdo fin 2002. Et donc ensuite je suis passé freelance et j'ai notamment pas mal travaillé pour Ubisoft sur des titres comme Restil 2, des Ghost Recon, des jeux de voiture, etc. J'ai bossé aussi chez Darkworks sur Cold Fear, pareil en freelance, et aussi chez Arkane Studios sur Dark Messiah of Might and Magic pendant 1 an et demi à peu près. Et ensuite, donc en 2010, je suis rentré chez Dontnod pour travailler sur Remember Me, qui était le premier projet de la société, qui était un projet qui a pris à peu près 4-5 ans, si je ne dis pas de bêtises, 5 ans. Ouais. Donc je suis arrivé en milieu de prod, donc j'ai terminé ce projet, et ensuite je me suis occupé de la première saison de Life is Strange, un jeu d'aventure narratif sur PC et console. Ensuite j'ai travaillé sur The Awesome Adventure of Captain Spirit, qui est un épisode gratuit, qui est un mini-épisode d'une heure et demie. Et en ce moment, on est sur Life is Strange 2, donc le dernier épisode sort, si je ne dis pas de bêtises, le 3 décembre. En parallèle de ça, donc notre travail sur d'autres projets,
dont je ne peux pas vous parler évidemment, puisqu'ils ne sont pas annoncés. Donc je vais vous parler un petit peu des différents cursus qui permettent en gros de devenir sound designer. Donc comme je le disais, c'est mon cas, il y a des écoles de cinéma et d'audiovisuel. Pas mal de personnes viennent de ce genre d'école. C'est le cas par exemple de Louis Lumière et la FEMIS, qui sont les deux grosses écoles de cinéma publiques, qui donnent un niveau master, bac plus 5. Et comme moi, il y a d'autres écoles comme l'ISTS et 3IS, qui sont elles des écoles dédiées au son. Et il y a aussi des BDS audiovisuels. Il y en a un à Rennes, il y en a un peu partout, qui en général, eux, sont des bac plus 2 et les étudiants qui font ça, généralement, ils rejoignent ensuite une école type ISTS ou des écoles de jeux vidéo maintenant. Donc comme je le disais, il y a des écoles du coup maintenant spécialisées jeux vidéo qui n'existaient pas quand j'ai commencé moi à vouloir faire ce métier. Vous connaissez certainement l'Engmin en partenariat avec le CNAM, qui est donc une école qui donne un niveau master après un bac plus 2, qui est la seule, à ma connaissance, école publique de jeux vidéo française. Donc c'est assez compliqué d'y rentrer, parce qu'il y a très peu de place, pardon. En autre école, il y a l'ISAR Digital, que je connais un petit peu, puisque j'ai donné aussi 5 ans j'ai été intervenant pendant 5 ans dans ces écoles, pour donner notamment des cours sur Unreal et Wise. Et donc je parle de ces écoles en particulier, puisqu'elles ont des sections son dédiées pendant 3 ans, toutes les deux. Et il y a aussi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, les Gobelins qui proposent aussi une formation continue, qui elle est du coup un peu plus courte et un peu plus concentrée. Je vais vous parler aussi, il y a des écoles plus orientées musique, type musicologie, typiquement à la Sorbonne. J'ai quelques amis qui ont fait cette fac, qui pour le coup est plus une école de musique, comme on le dit, mais qui donne aussi pas mal de notions sur le son d'une manière générale. Les différents profils. Alors, le métier de sound designer, il y a des profils artistiques. C'est le cas par exemple du preneur de son, le Foley artiste. Donc, l'utilité de faire des prises de son réalistes, c'est aussi de coller au mieux aux scènes qu'on va sonoriser. Parce qu'il ne faut pas oublier le jeu vidéo, contrairement au cinéma ou même au film d'animation, enfin pas au film d'animation mais le cinéma, on a ce qu'on appelle du son in, c'est-à-dire quand on tourne une scène, on va enregistrer ceux qui parlent, mais on va aussi pouvoir faire des prises d'ambiance, enregistrer vraiment tout ce qui se passe autour du personnage. Donc on a vraiment quelque chose de réaliste. Dans le jeu vidéo, on recrée tout from scratch. C'est-à-dire qu'on va aller faire de la motion capture pour prendre tous les mouvements, il y a des caractères artistes qui vont faire tous les personnages, il y a les programmeurs qui vont développer le moteur, etc. Du coup, nous, au son, en gros, on n'a aucune matière première. Du coup, on fait généralement appel à des personnes qui vont aller nous enregistrer des sons, des ambiances dans les lieux dans lesquels on leur a décrit. Soit ils restent en France, soit ils partent à l'étranger, etc. Donc là, un petit exemple, ça c'est un artiste avec qui on bosse, qui est installé, qui a tout un parc de micros chez lui à la campagne et qui nous enregistre tout ce dont on a besoin. Typiquement, voilà, si vous avez joué à Captain Spirit, il y a un petit gameplay avec des canettes où on doit lancer des boules de neige dessus. Et donc ça, c'est lui qui nous a fait des enregistrements originaux, donc avec exactement ce qu'on voulait. Et au-dessus, si je ne me trompe pas, c'est au Chili. Ça, c'est un sound designer qui bosse avec nous, qui est là-bas en ce moment, qui est parti faire un trip pendant 1 an et qui a été enregistré des sons, des ambiances aux 4 coins des États-Unis et qui va nous ramener ça la semaine prochaine. Du coup, je vais vous passer, pour vous montrer justement à quoi ça ressemble, je vais vous passer une petite vidéo de Captain Spirit justement, où dans tout ce que vous allez entendre, les ambiances, la neige, les pas, enfin tout l'environnement sonore de jeu est fait quasiment à 90% avec des enregistrements originaux. Donc quand je parle d'enregistrements originaux, c'est des vrais recordings, parce qu'on peut aussi, on travaille aussi avec des banques de sons qu'on peut acheter, c'est-à-dire c'est des banques qui
qui sont commercialisés et qui en gros vont aller un peu taper dans tout ce qu'on a besoin. Mais après ça, par exemple, tout le monde y a accès. Donc c'est assez commun d'ailleurs dans les séries télé de retrouver tout le temps les mêmes sons parce que tout le monde va taper dans les mêmes banques plutôt que de faire des vrais enregistrements. Donc nous on essaie de privilégier ça dans nos jeux. C'est vraiment d'essayer d'avoir notre propre couleur, nos propres enregistrements pour sonoriser nos jeux. Ah, pas de son. Ouais, c'est pas fort. Tu peux mettre plus ? Là, tous les enregistrements, par exemple, tous les pas du personnage dans la neige, on gère les différentes profondeurs suivant s'il y a beaucoup de neige, pas beaucoup de neige, s'il y a de la neige gelée, s'il y a du béton, etc. Tout ça, c'est des enregistrements qu'on a fait avec un Foley artiste. Tout le son du blouson, etc. Bon, là, c'est pas assez détaillé ici, mais tous les vents, la neige qui tombe du haut de la maison. Tout ça, c'est des enregistrements qu'on a fait nous. Hop. Ah oui, c'est vrai, ça marche jamais. Donc ça, c'était tout ce qui concerne le preneur de son. Donc ça, généralement, on fait appel à des externes. On a très peu de gens en interne parce que c'est des personnes avec qui on va bosser ponctuellement pendant 1 ou 2 mois, donc on n'en a pas besoin sur vraiment toute la longueur du projet. Et là, on va parler plus du coup du design sonore. Donc nous, on travaille avec pléthore d'outils. Par exemple, ça, c'est un outil de synthèse. Un outil de synthèse virtuel, ça s'appelle Absinthe, ça fait partie de la suite Native Instruments. Je ne sais pas s'il y a des musiciens ou des gens qui font un peu de son ici. Ils connaissent certainement. En haut à droite, si je ne m'abuse, c'est un Reaper, qui est un éditeur multipiste audio numérique qui nous permet de mélanger tous les sons, du coup d'en recréer des nouveaux, de faire des pitchs, etc., de mettre des effets de réverbération, quoi d'autre, un peu tout ce qu'on veut. Donc ça, il y en a beaucoup sur le marché. Il y a Nuendo, il y a Cubase, il y a Pro Tools, il y a plein d'outils comme ça. Et ça, c'est tout en bas, c'est Soundforge qui lui est plus un éditeur audio numérique vraiment pour faire du traitement de signal sur un seul signal. Où là, on peut faire des fades beaucoup plus précis, faire des études de niveau, d'amplitude, etc. Je ne peux pas parler d'artistique sans parler de musique, donc des compositeurs. Juste pour donner une idée, il y a très très peu de sociétés comme la nôtre qui ont des compositeurs en interne, c'est-à-dire full-time, comme je peux l'être par exemple, puisque généralement les jeux, après tout dépend des jeux, mais nous les jeux qu'on fait, ça prend entre 1 an et demi et 3 ans et demi. Donc on n'a pas besoin d'un compositeur full-time sur le projet pendant 3 ans. Et puis c'est surtout qu'on fait des projets assez différents entre Remember Me, Vampire, Life is Strange, etc. Du coup on préfère avoir des compositeurs qui viennent de différents univers, qu'on fait des formations différentes pour coller au mieux au projet. Et puis c'est surtout que maintenant on peut aussi, il y a pas mal de compositeurs de films auxquels le jeu vidéo les intéresse fortement. Et nous, on est très contents aussi de pouvoir aussi avoir des compositeurs voilà, qui travaillent dans le cinéma, qui peuvent nous apporter plein de choses. Surtout sur des jeux comme Life is Strange, qui sont des jeux très narratifs, très cinématographiques. Contrairement à un Remember Me ou un Vampire qui est plus systémique et où là, on va plutôt faire appel à un compositeur qui connaît vraiment comment le jeu vidéo, comment ça marche, pour pouvoir faire des musiques dynamiques, etc.
Pareil au niveau des outils, voilà, je vous ai mis ça, c'est logique. Ils utilisent du Contact qui font partie de la native. Il y a évidemment des enregistrements réels avec des orchestres quand on en a besoin, évidemment. Et puis voilà, du coup, je vais vous montrer une petite vidéo de Life is Strange 2 pour parler musique. Donc la musique a été composée par Jonathan Morali, je ne sais pas si vous connaissez, du groupe Sid Matters. Donc qui lui, comme vous pouvez le voir, n'avait jamais fait de jeu vidéo. Life is Strange 1, c'était son premier jeu. Il est auteur, compositeur, chanteur du groupe Sid Matters. Il a fait du cinéma, de l'audiovisuel, du documentaire et du long métrage. Et quand on l'a contacté, on lui a demandé, bah voilà, nous, on veut de la musique folk, mélancolique, etc. C'est exactement ce que tu fais. Est-ce que tu veux participer au projet? Donc il n'était pas hyper... enfin si, il était très content. Par contre, il a dit, moi je joue aux jeux vidéo, mais les contraintes qui sont liées à la musique dans le jeu vidéo, je connais pas trop, etc. On lui a dit, t'inquiète pas de problème, ça c'est notre affaire. Nous, on veut que tu composes, et nous, on s'adapte. Donc ça, par exemple, c'est une composition qu'il a fait sur... attention, spoil, épisode 1, Life is Strange 2. Ça, c'est... Pour le coup, c'est de la musique à l'image, c'est quelque chose qu'il maîtrise. C'est sur la scène de fin de la première scène de Life is Strange 2. On the ground! Now! Hey, wait! This guy was beating up my little brother! Now! Hands behind your head! This is fucking bullshit! Oh no. Sean, what's happening? Dad! We didn't do anything! Sean, be quiet. I swear! Officer, listen. I'm sorry, Dad. Daddy! Be quiet! I want to go home! They're good kids, officer. Don't move. I'm sure they didn't do anything. I said don't move! Stop this. They didn't do anything! It's gonna be alright. On the ground! Là, je vous ai coupé, je vous ai pas montré le début de cette scène où il y a déjà de la musique. En fait, là, c'est la partie en gros où, quel que soit le choix qu'a fait le joueur, on est sûr qu'il va se passer exactement ça, même si c'est, je pense qu'il y a peut-être 8-9 cinématiques qui s'enchaînent l'une derrière l'autre parce que c'est pour des besoins de caméra, etc. C'était obligé. Mais avant, par exemple, il y a toute une séquence de choix où on peut faire des choix, à savoir est-ce qu'on va dire ça, etc. Est-ce qu'on va protéger Daniel. Où là, par contre, pour le coup, là, la composition, c'est nous qui allons reprendre ce qu'il a fait pour essayer à ce qu'elle s'adapte à tous les différents choix qui font le joueur et surtout à toutes les différentes cinématiques qui peuvent se lancer qui font pas forcément la même longueur. Spoil, pour ceux qui n'ont pas joué. Ensuite, donc là c'était en gros les trois profils artistiques, c'est-à-dire ceux qui vont créer vraiment qui vont créer des sons, qui vont créer des effets, etc. Après, on a aussi des gens qui sont un peu plus techniques, notamment ce qu'on appelle l'intégrateur sonore, qui lui, ça va faire plaisir à Sébastien Brusseau, ici là. Donc je vous parlais, ça c'est Wise, ça c'est le moteur audio qui a été développé par donc Audio Kinetic. C'est environ, ça à peu près, si je dis pas de bêtises, pardon, je vais remettre mon micro. Si je dis pas de bêtises, la première version de Wise a dû sortir en 2009, je crois. Donc ça a
ouais, 12, 13 ans. Et donc c'est ce qu'on appelle un moteur audio, où nous, dedans, on va intégrer tous nos sons, c'est-à-dire toutes les musiques, toutes les ambiances, tous les bruitages, etc. On va pouvoir mettre tout ça là-dedans et après faire ce qu'on appelle un peu toute notre tambouille, c'est-à-dire faire des randoms, faire évoluer des choses à l'intérieur de ça. Et ensuite, en gros, c'est relié à Unreal 4 ou à tout autre moteur. Et ensuite, on n'a plus qu'à appeler ces événements, et ces événements vont pouvoir déclencher tout un tas de choses qu'on fait là-dedans. Je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie dans laquelle l'intégrateur sonore va passer, on va dire, 60% de son temps. C'est-à-dire à récupérer tout le matériel, tout ce qu'on a enregistré, les voix, les musiques, etc. Et ensuite, il y a une partie scripting. Donc ça, c'est un moteur qui n'existe pas, puisque en fait, ça vient de Remember Me. On utilisait Unreal 3, mais on avait refait, je sais pas, il y en a qui connaissent Unreal 3 ou 4. Dans Unreal 3, il y avait Kismet, ce qu'on appelait, qui était en gros le langage de scripting. Et Sébastien Rousseau, ici présent, a eu la magnifique idée de se dire non, mais c'est pas bien, on va refaire notre propre langage de scripting. Donc en gros, c'était une machine à état. Si je dis pas de bêtises, hein, si tu me trompes. Une machine à état et qui nous permet en gros de récupérer tous les événements, enfin, tout ce qu'on veut du jeu pour pouvoir derrière y plugger tous nos sons, nos musiques, nos changements, etc. Donc ça par exemple typiquement c'est la gestion de la musique sur pour ceux qui ont joué à Remember Me, qui est un action RPG, il y a beaucoup de combats, donc ça c'est toute la gestion de la musique du combat, d'un type de combat, puisqu'il y en avait, si je dis pas de bêtises, il y avait 6 variations différentes. Donc ça, c'est entièrement scripté par les sound designers. Donc il faut connaître un petit peu aussi le langage de scripting. Donc tout ça, c'est scripté par nous, ce qui nous permet en plus de pouvoir tester directement le jeu et d'être hyper réactif. Ah bah non, ok, cette intégration, elle marche pas, je reviens dessus, etc. Donc ça, c'est un peu ce qui a changé quand moi j'ai commencé dans le jeu vidéo, où c'était souvent tous les programmeurs qui intégraient tous nos assets audio, c'est-à-dire qui allaient coder nos sons, etc. Du coup, bah, un, fallait qu'ils aient le temps, deux, il fallait que ça marche, et trois, après, fallait les embêter. Ah oui, non, mais j'ai plus le temps, donc tu auras ça dans une semaine. Voilà. Donc là, ça a complètement évolué, et maintenant, on intègre quasiment tout nous-mêmes, à quelques exceptions. Ah oui, j'avais un petit zoom. Voilà. Ça, c'est du coup un petit module qui se retrouve, je sais pas où, qui est peut-être celui en haut, combo là. Où là, bah, on va pouvoir récupérer tous les éléments du combat, à savoir est-ce qu'on a lancé tel type d'attaque, à combien on est de coups dans le combo. Et ensuite, derrière ça, bah, on va relier tout le système de musique qui va être dynamiquement envoyé en fonction de l'état du jeu. Et donc, petit exemple, sur Remember Me, sur une scène de combat, sur ce jeu-là, la musique avait été composée par Olivier de Rivière, pour ceux qui connaissent, qui lui est à la fois compositeur, mais quasiment exclusivement jeu vidéo, et qui connaît très bien le jeu vidéo, qui connaît Wise, donc qui connaît toutes les mécaniques qu'on peut faire avec, et qui du coup a composé de la musique full dynamique sur le combat, basée sur les combos, sur tous les coups spéciaux qu'on peut faire, et toute la musique évolue en fonction vraiment de comment on manage le combat, en fonction des ennemis, en fonction de combien on a de points de vie, etc. Donc petit exemple. On peut pas mettre plus fort. Donc là en gros la musique va évoluer suivant tous les combos qu'on fait. À partir de 3 combos, si on se fait plus toucher pendant un certain temps, on va avoir de la musique qui va évoluer au fur et à mesure. Là on a déclenché un coup spécial qui va aller rajouter des layers dans la musique. Si on se fait toucher, hop, la musique va redescendre, va revenir à un état moins important. Désolé, c'est une vidéo YouTube, j'ai pas réussi à retrouver de build pour faire mon propre... Voilà.
Et je vais finir sur les profils. Alors, j'ai mis programmation, outils dédiés, en sachant que nous, on a besoin de programmeurs audio, malgré le fait, comme je vous ai montré, qu'on sait scripter, qu'on a un moteur audio qui en gros fait 80% de ce qu'on veut faire. On a aussi besoin de programmeurs, parce qu'il y a des features, suivant les jeux qu'on fait, qui ne sont pas disponibles. Donc on a besoin de demander à des codeurs, voilà, de nous rajouter des features, de faire des features spécifiques pour l'audio, de nous récupérer des choses qui ne sont pas forcément exposées dans le jeu, etc. Et notamment, nous, on fait pas mal de jeux avec beaucoup de dialogues, comme si vous avez joué à Life is Strange ou même à Remember Me, il y en avait pas mal. Et Life is Strange est encore pire. Du coup, par exemple, ça, c'est un outil qu'on a développé en interne pour tout ce qui est gestion de voix. Pour aller en recording, pour tout répertorier, combien de voix on a enregistré, le nombre de personnages, combien de répliques à tel ou tel personnage du jeu, etc. Et c'est un outil qui est utilisé par les sound designers, mais aussi par l'équipe narration, qui elle va pouvoir aller faire ses scripts, faire ses branches de narration, de dialogue, etc. Donc ça, typiquement, cet outil a été développé par un programmeur Audio Tools, qui fait un peu les deux. En gros, c'est une énorme base de données où on peut importer, exporter des Excel avec les traductions, importer tous nos fichiers enregistrés en studio pour voir s'il nous en manque, etc. Et ensuite, de cet outil, c'est cet outil qui va aller tout dispatcher dans Unreal et Wise, toutes les voix au bon endroit, etc. pour qu'on puisse ensuite les utiliser dans le jeu. Et on aime bien le Python aussi. Notamment avec des outils que je vous montrais tout à l'heure, Reaper, qui peut intégrer, sortir des scripts Python. Unreal 4 est aussi ouvert à Python, donc c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu en train de développer des choses autour de ça, pour avoir encore plus de contrôle sur Unreal par l'intermédiaire d'autres outils qu'on fait à l'extérieur du moteur graphique. Et donc ça, en sound designer, on maîtrise, mais pas non plus de folie. Donc je vous parlais du métier de programmeur audio. Donc, je crois que j'ai un bon public, là il y a plein de programmeurs. On a aussi plein de features, par exemple, je ne sais pas si vous avez joué au premier Life is Strange, la feature de Rewind, qu'on a hérité de Remember Me avec le Memory Remix pour ceux qui avaient joué à Remember Me. Là, il a fallu développer énormément de choses pour l'audio, pour pouvoir revenir en arrière dans les sons, pouvoir les rejouer, pouvoir les stocker, les enregistrer, pour qu'une fois qu'on refait une scène, ils sachent, ok, on a joué tel son, etc. Tout ça, on a eu besoin d'un programmeur audio pour aller taper dans le code d'Unreal, pouvoir enregistrer des choses dans l'éditeur de séquences, pouvoir revenir en arrière, jouer des sons à l'envers quand on joue les séquences en backward ou en forward. Donc tout ça, c'est pas disponible dans le cœur du moteur, donc ça c'est des choses qu'on demande aux programmeurs audio. Et je vais finir juste par celui-là. En gros, j'ai appelé ça un petit peu un profil hybride. C'est ce qu'on appelle un voice designer. C'est très utile dans nos jeux où il y a beaucoup de dialogue, comme je le disais avant, qui lui, en gros, il va faire l'interface entre l'équipe narration et l'équipe audio. L'équipe narration qui va écrire tous les dialogues, etc. Et l'équipe audio qui va intégrer tous les datas. Donc il va vraiment s'occuper de la livraison des scripts, la réception des fichiers qui viennent du studio d'enregistrement, dans les différentes langues, si on fait du multilangue, évidemment. Et qui va s'occuper de toute l'intégration des dialogues dans le jeu, d'où une partie, et qui va aussi bosser sur toutes les mécaniques de dialogue de type IA, etc. Gérer les priorités, voilà, il y a un personnage qui est en train de dire ça, lui il peut pas dire ça en même temps, etc. Et il va aussi s'occuper de faire tous les effets sonores qu'on a besoin, c'est-à-dire le traitement vraiment des voix. Donc ça c'est un outil qui s'appelle Speakerphone, qui est un VST, qui est en gros un plugin qui permet de transformer une voix et de faire croire qu'elle vient d'un téléphone, d'un talkie-walkie, d'un haut-parleur, de tout ce qu'on veut. Donc je vais vous faire un petit exemple. Donc ça par exemple c'est la voix brute qui sort de studio, et une fois traitée, puisque là on avait besoin d'avoir cette voix qui venait d'un téléphone. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est son taf. Je vais faire un tout petit point sur
les différents rôles et les interactions qu'ont les gens de l'audio dans le jeu vidéo. Je vais commencer par ce que je fais moi. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est la structure actuelle qu'on a chez Dontnod. Elle n'est pas valable pour tous les studios, ça dépend après de leur taille, en nombre de personnes, de comment ils sont structurés, etc. Donc moi, par exemple, en tant que directeur audio, vu qu'on travaille sur plusieurs projets, je m'occupe de la coordination des équipes audio entre les projets, c'est-à-dire évaluer leurs besoins, est-ce qu'ils ont besoin de renfort, il y a pas mal de management, de m'occuper de leur planning, et aussi de leur apporter le soutien, parce que nous, à Dontnod, on fait des projets différents, narration ou action RPG, mais on essaie d'utiliser le même moteur. Du coup, toutes les features audio spécialisées qu'on va demander pour un projet, moi je les évalue, je demande aux autres équipes, est-ce que cette feature elle vous intéresse, quels sont vos inputs, ce qui nous permet de, en gros, que les programmeurs audio fassent quelque chose qui puisse être utilisable par tous les projets par la suite, plutôt que de les recoder à chaque fois spécifiquement pour chaque projet. On fait aussi pas mal de veille technologique, en gros étudier ce que fait la concurrence, tout simplement en jouant à des jeux. Voilà, savoir voilà, comment ils font, oui ça c'est bien, ça on pourrait peut-être faire comme ça, etc. Notamment sur tout ce qui est le gros dossier sur un peu tous les jeux, c'est ce qu'on appelle l'occlusion. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'occlusion. Occlusion, obstruction, diffraction, etc. En gros, l'occlusion, c'est pouvoir en temps réel, si par exemple un personnage, ou moi par exemple, si j'avais pas de micro, je parle et je m'en vais par exemple derrière ce mur, c'est qu'en temps réel, ma voix elle soit atténuée, qu'il y ait des filtres pour faire croire vraiment que je suis derrière ce mur. Donc tout ça c'est un gros boulot, c'est extrêmement gourmand. Donc ça c'est des choses où on étudie un peu ce que font la concurrence pour voir un peu comment ils font leur rendu, etc. Et pour pouvoir ensuite faire le nôtre. Et évidemment la documentation, ça c'est extrêmement important, puisque vu que nous on commence à être une grosse société, quand il y a des nouveaux sound designers qui arrivent, si on a des documentations claires, précises, ça fait gagner un temps monstre. Et même quand on a besoin d'aller, tiens on se rappelle plus, ah merde comment on fait ce truc là, on a toutes les documentations en ligne et on peut aller consulter et c'est très utile. Ensuite il y a, sur chaque projet il y a un lead audio designer qui lui pour le coup va être plus sur la direction artistique vraiment du projet. Donc il va bosser avec les game directors, la direction créative pour savoir, bah voilà, on fait un jeu, on fait un action RPG, j'aimerais bien que la musique ce soit dans tel style, j'aimerais bien que l'ambiance elle soit un peu glauque ou j'aimerais bien un truc manga, etc. Donc ça va être son rôle à lui, de déterminer la direction artistique, musicale et audio du projet. Il s'occupe aussi de manager ses sound designers, après tout dépend de l'état des équipes. Et il s'occupe aussi de mixer le projet. Parce que comme vous le savez, le jeu vidéo, c'est pas un média linéaire. C'est pas comme au cinéma où on a en gros du son qui défile pendant 1h30 à l'image, on sait exactement à tel moment il va y avoir l'explosion, à tel moment il va y avoir telle ou telle personne qui va parler, elle va sortir, il va y avoir tel truc. Le jeu vidéo, c'est le personnage peut rester 1 heure à la même place, peut aller faire des choses, aller discuter avec un mec, avec un truc, se faire tirer dessus, etc. Donc en gros, on n'a pas de mixage à l'image, mais on fait du mixage dynamique. C'est-à-dire que, notamment avec Wise, on va pouvoir savoir, ok, il y a tel événement qui se passe, il y a telle ambiance, il y a tel son. Ben, s'il y a tel son qui joue, mais ce personnage est en train de parler, on va avoir des systèmes qui vont pouvoir aller baisser la musique, baisser les ambiances, les couper complètement. On va pouvoir rajouter des choses dynamiquement dans le jeu en temps réel. Et enfin, le sound designer, qui lui, comme je disais, va s'occuper de faire tous les bruitages, de faire tous les sons à l'image s'il y a besoin, qui va faire de l'intégration, comme je vous ai montré avant. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est debug, parce que dans le jeu vidéo, c'est gavé de bugs. Ensuite, les métiers en audio, c'est quand même assez cool. Ça, c'est quasiment tous les métiers avec lesquels on travaille. Je crois qu'ils sont quasiment tous représentés, sauf les caractères artistes, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que c'est les seuls avec qui, finalement, ceux qui font les personnages, où on n'a pas spécifiquement de son à mettre sur les visages ou sur
ou sur ce qu'ils font, mais on travaille avec la direction créative, avec le directeur technique pour tous les problèmes de streaming, de mémoire, parce qu'on a des problèmes de mémoire même avec les nouvelles consoles. On va travailler avec les environnements artistes, tous ceux qui font les décors, savoir bah voilà, ton décor il est fini, il n'est pas fini, est-ce que tu vas rajouter du vent, qu'est-ce qu'il va y avoir à cet endroit-là, etc. On travaille avec les game designers sur toutes les mécaniques. Typiquement, le combat que je vous ai montré tout à l'heure, bah là, on a besoin voilà, du game designer qui va nous expliquer bah, le combat, ça se passe comme ça, on peut faire tel truc, il peut se passer tous ces cas-là. On va évidemment bosser avec l'équipe narration pour tout ce qui est dialogue, les level designers pour tout ce qui est les sons gameplay, tout ce qui est décor, etc. Les animateurs, puisqu'on sonorise toutes les animations, un personnage qui se déplace, il faut faire tous ses pas, il faut faire tous ses bruits, etc. Les caméras artistes, donc non, on en a beaucoup vu qu'on fait beaucoup de jeux cinématographiques. Donc là c'est pareil, on va bosser avec eux sur la réalisation. Bah ok, à cet endroit-là, ma caméra elle va aller à tel endroit, ce plan va durer tant de temps. Ah oui, mais attends, moi la musique ça va pas tout à fait. Bref, on échange pas mal aussi avec eux. Avec les fix artistes ou ceux qui font les effets spéciaux, forcément il va y avoir du son à mettre dessus. Et enfin, pas des moindres, le QA qui s'occupe de tester le jeu et de nous remonter tous les bugs. Et maintenant, on va parler des éléments composant une bande-son. Je vais vous montrer une vidéo qui, en gros, c'est un montage de l'introduction de Remember Me, qui est, je pense, un bien représentatif de tout ce qu'il peut y avoir comme élément sonore dans le jeu vidéo, que ce soit musique, ambiance, voix, son à l'image, de l'IA. Vous verrez qu'il y a un drone qui, lui, est entièrement en IA et le son est entièrement plugué sur tout le système d'IA des programmeurs pour faire toutes les variations. Et puis on en reparle après. Oh bah non. Good day. Can you hear me? Yes. What is your name? Nilin. What year? What did you say? Nilin. Dan. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Dr. Quaid. Yes. This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Yes, Doctor. Donc là, toute cette première partie, c'était en gros ce qu'on appelle une cinématique. C'est-à-dire que tout est cadré à l'avance, tout est timé. À partir de là, on est en gameplay. Donc là, par exemple, tout le drone, là par contre, c'est tous les sons sont en réel en fonction de ce qui se passe. Donc là, par exemple, tous les effets de voix, par exemple sur le drone, ça c'est des vrais enregistrements de comédiens et ensuite nous on traite tout derrière, soit en précalculé, soit il y a des choses qui sont aussi temps réel, des effets temps réel.
Donc là, on n'a pas assez de détails, mais typiquement le drone qui se promène là, qui est entièrement fait en IA, là on pouvait, il se trouve que c'est moi qui me suis occupé de faire tout le son sur ce drone et de faire toute l'intégration. On avait accès à toute la mécanique du drone, à savoir comment il tourne, est-ce qu'il fait de l'élévation, est-ce qu'il se déplace de gauche à droite, est-ce que ses pales, on pouvait récupérer tous les paramètres des pales, est-ce qu'il est en train de tourner, de lancer son scan, et tout ça on pouvait récupérer tous les paramètres d'accélération, de vitesse, de rotation, pour aller implémenter ça dans Wise et du coup faire des variations sur tous les sons qui étaient lancés sur lui. Unattended patient in restricted area. Coercive unit deployed. Passage on your right. Take it. Get up. You've got to keep going. Donc là typiquement toute la musique, voilà, ça, tout ça c'est nous qui le scriptons. Là par exemple c'était sur un trigger à partir du moment où l'héroïne Nilin arrive à un certain moment, un certain endroit de la map. Pour ceux qui n'ont pas joué, je viens de vous spoiler toute l'intro du jeu. Du coup, si on reprend un petit peu les éléments, tout ce que vous avez pu entendre, en gros on a 4 grandes catégories de sons. On a les ambiances, donc ça c'est tout le fond sonore, c'est tout ce qui va faire que on va avoir l'impression vraiment d'être dans ce lieu. Par exemple, là bon c'est un exemple où l'univers est très high-tech, donc je pense pas qu'un jour vous réussissiez à aller dans un endroit pareil, mais typiquement on est dans une forêt, c'est tous les bruits environnement, le vent dans les feuilles, les oiseaux, etc. Tout ça on le recrée, et tout ça c'est ce qu'on appelle les ambiances. Donc là c'est une version en gros que je vous ai condensée de ce qui sort. Ah. Vous n'allez pas entendre grand chose pour le coup, c'est pas très grave. Ouais. Et ça en fait, ça c'est en gros le fichier final, mais pour faire cette ambiance, en gros, c'est encore des screens de Wise, mais on va pouvoir en temps réel lancer plein de couches différentes. En gros,
en haut, si vous voyez, il y a un truc qui s'appelle base. Elle, ça va être la base de l'ambiance qui va boucler. Et ensuite, tous les petits éléments que vous voyez, c'est des éléments random qu'on peut jouer en séquence, qu'on peut faire jouer toutes les 10-15 secondes avec des automations de volume, lui dire ok, tu joues un coup fort, un coup pas fort, le spatialiser, le mettre dans la 3D, etc. Donc tout ça, c'est des outils qui sont disponibles dans Wise, et qui du coup nous permettent de faire des ambiances où même si le personnage reste 15 minutes au même endroit, il n'aura pas l'impression d'entendre toutes les 20 secondes cette même boucle qui va boucler. Ah oui, ce truc-là, je l'ai entendu il y a 10 secondes, et bah oui, tu as le même. Là, ça nous permet de faire des ambiances, ce qu'on appelle les ambiances dynamiques, qui vont permettre de faire des choses qui vraiment évoluent dans le temps. Juste pour un petit comparo, maintenant on a cet outil. Par exemple, ça c'est un script sur Dark Messiah of Might and Magic qui n'avait pas du tout d'éditeur audio. Tout était fait en script comme ça. C'est-à-dire qu'on disait, bah, ok, tu me joues ce wave-là à tel volume, 1.0, tu me lances ces petits randoms entre 10 et 20 avec des paramètres de volume assez obscurs, 0,5, 0,9, c'est pas du tout des échelles de l'audio, nous on utilise des décibels. Et tout ça ensuite, fallait le compiler, etc. Aller le placer dans la map, c'était assez fun. Ensuite, il y a la musique, comme je vous disais. Voilà, ça c'est l'intro que vous avez entendu tout à l'heure, quand Nilin est dans le sas. J'ai pas le temps de vous faire un joli truc où on voit où on en est dans le fichier, désolé. Et juste du coup, je vais parler un peu dessus. Ça, c'est une version en gros concaténée de ce qui sort. Mais pour faire la musique, pareil, dans notre outil, on a tout un outil de scripting et qui gère surtout ce qu'on appelle la musique dynamique, qui va pouvoir s'adapter au tempo de la musique, du coup de faire des transitions au tempo et qui n'est pas juste des crossfades entre deux musiques. Là, on va pouvoir vraiment passer d'une musique à un autre, d'un segment à un autre, jouer plusieurs pistes séparément, agir séparément sur les différentes pistes en récupérant des paramètres temps réel du jeu qui vont nous dire ah bah ok, je suis en combat ou il va se passer un truc. On peut du coup augmenter le volume, diminuer le volume de chaque piste. En gros, pour ceux qui composent un peu de musique, c'est comme si vous preniez votre musique complètement en éclaté, on injecte tout là-dedans et en temps réel vous pouvez contrôler quand est-ce que vous faites rentrer le pied, quand c'est que vous faites rentrer la caisse claire, etc. Et tout ça au tempo. Et ensuite, nous avons donc ce qu'on appelle les SFX, qui sont tous les effets sonores. Par exemple, je sais pas si... Voilà, ça c'était, je crois, un des sons à la fin, le coffret ou la machine qui remonte, etc. Oui, c'est ça. Et ça, pareil, une petite particularité des SFX par rapport aux ambiances. Les ambiances, elles sont jouées par rapport à un lieu, c'est-à-dire elles n'ont pas forcément on va dire, de directivité dans leur écoute. En revanche, les SFX, par exemple, ce son de coffret qu'on voit à la fin, là, il y a la 3D qui agit, c'est-à-dire que si je me tourne, etc., on a besoin du coup de spatialiser tous les sons aux endroits où il y a besoin qu'ils soient. Et du coup, pareil dans Wise, on a tout un tas de choses qui nous permettent de dire, bah, ok, ce son, je veux que quand on est effectivement à 1 mètre de lui, ou à 0 mètre dans ce truc, on l'entend à son volume maximal, mais avoir des courbes qui font que, par exemple, à 3200, ce qui doit correspondre, si je dis pas de bêtises, Unreal 3, ça devait être 3 mètres 20, je crois que c'est, je sais plus. Et où là, lui dire, bah, ok, à 3 mètres 20, je veux plus du tout qu'on entende ce son. Par contre, dès que je vais me rapprocher, le son, lui, est en fait toujours en train de jouer, synchronisé avec l'animation ou avec les FX, mais on l'entend plus. Et quand on va se rapprocher, on va avoir l'atténuation qui va se mettre en route. Et il y a plein d'autres courbes qui nous permettent de faire des envois dans les réverbérations en fonction de la distance, d'ajouter des filtres, plus on s'éloigne, plus les sons sont filtrés, comme dans la vie en fait. Donc voilà, tout ça c'est des outils, et tout ça du coup, comme je vous disais, c'est géré dans notre moteur audio, et ensuite Unreal fait juste que retranscrire ça, et derrière on a un moteur qui lui va évaluer toute la position des objets, qui émettent des sons, et ils vont renvoyer ça au jeu pour faire la sauce. Et enfin, les voix.
Donc là, c'était une voix de... Good day. Can you hear me? What is your name? What year? What did you say? Et donc là, qu'est-ce que je voulais... Good day. Ah oui. Can you hear me? What is your name? What year? What did you say? Donc le premier fichier que je vous ai fait écouter, c'est ce qui sort de Studio, c'est-à-dire ce qu'on appelle un fichier dry, c'est-à-dire sans traitement. Or, vous avez vu dans le jeu, ce personnage, quand il parle, il est dans une cage d'ascenseur, et on a ce qu'on appelle le phénomène de réverbération, comme il y a là par exemple avec mon micro. Et tout ça, c'est des effets temps réel qui sont appliqués sur les voix, pareil en fonction de la distance. Donc on a aussi dans cet outil des algorithmes de réverbération avec des tonnes de paramètres qui nous permettent de construire pour chaque endroit, si la pièce fait 10 mètres, 100 mètres, si on est dans un hangar, si on est dans une grotte, etc. On va pouvoir avoir ça, et ensuite tous nos sons, toutes nos voix, on va pouvoir les envoyer dans ces effets temps réel, et surtout on va pouvoir contrôler en temps réel certains paramètres de cette reverb spécifiquement. Et maintenant on a même accès à ce qu'on appelle des reverbs à convolution, qui sont en gros, c'est des réponses impulsionnelles. En gros, c'est une technique spéciale qui consiste à aller enregistrer un bruit blanc, si je dis pas de bêtises, dans une pièce. Ensuite, ça c'est computé dans un ordinateur, ça génère une réponse impulsionnelle, et du coup, ça nous permet d'avoir, par exemple, si on pourrait prendre la réponse impulsionnelle de cette pièce, et du coup de l'injecter dans notre moteur, et on a exactement la même chose que comme là, comme je vous parle. Et tout ça pareil en temps réel dans le jeu. Et je termine par une petite vidéo de Life is Strange 2 sur une petite feature dont on avait besoin pour pouvoir synchroniser un personnage qui chante sur un titre, sur une musique qui est en temps réel dans le jeu. Et ça, typiquement, c'est une feature qui était ni dispo, qui était surtout pas dispo dans Unreal. Et là, la magie de nos programmeurs audio. Time to get in the mood for tonight. Donc là, c'est une musique qui sort de son iPod. Donc ça, je modifie. I really like that one. I don't totally suck. Somewhere behind a girl in the world, she's waiting for a boy. Donc voilà, typiquement, cette feature, on avait de quoi le faire dans Wise, mais Unreal pouvait pas récupérer ces infos. Donc en gros, dans notre moteur, on a mis des points de synchro par rapport vraiment aux lyrics et aux paroles sur lesquelles on voulait que le joueur puisse réagir en temps réel. Et du coup, ça c'est du blueprint Unreal 4, je crois que c'est le premier screen que je vois. On n'avait pas la possibilité du coup de récupérer ces marqueurs qui sont dans notre outil pour pouvoir les récupérer et pouvoir lancer. En gros, ça c'est ce qui va lancer les cues qui vont correspondre pile à l'endroit où il en est dans la musique. Donc ça c'est nos programmeurs audio qui sont allés un peu farfouiller dans le code et qui ont réussi du coup à nous faire, en gros ils ont développé une nouvelle boîte à l'intérieur d'Unreal pour qu'on puisse récupérer ce genre d'infos. Et c'est tout pour moi. Merci. Donc juste pour finir, comme je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans les ultra détails des sons 3D, de l'occlusion, etc. On aurait pu passer des heures et c'était pas le propos, je pense, de la conférence. J'espère juste avoir fait un peu le tour et vous montrer un peu ce qu'est le travail de sound designer à Dontnod et dans tous les autres studios, puisqu'on fait à peu près tous le même métier. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Micro. Tiens, je vais lui donner. C'est bon? Je sais pas si ça marche. Ok. Ouais, on essaie d'être là
pas dès le départ, on n'est pas là par exemple quand le scénariste va écrire le scénario, etc. Mais dès la phase de conception, en gros, il y a, on va dire, il y a 3 grosses phases dans le jeu vidéo. Il y a la conception, il y a la pré-production, la production. En gros, la conception, c'est là où on va mettre toutes les idées à plat, on va écrire le scénario, ok, c'est quoi les personnages, c'est quoi l'histoire, etc. Nous, et avant ça, pardon, il y a une autre étape qui est la préconception, qui est l'écriture. Et nous, on essaie d'intervenir effectivement à la conception pour déjà savoir de quoi on va avoir besoin, où va se passer le jeu, est-ce qu'on va avoir besoin justement de follet artistes ou de gens qui vont devoir partir, je sais pas, aux 4 coins du monde parce que le jeu se passe à cet endroit-là, mais aussi déjà parler de la direction artistique, la direction musicale, savoir quel type de musique on a besoin, quelle est la durée du jeu, du coup de combien d'heures de musique on a besoin, et commencer à chercher voilà, des compositeurs, à monter une équipe, etc. Ouais. Ouais. Ah. Il me demande si j'ai en mémoire 1 ou 2 bandes son de jeux vidéo qui m'ont plutôt marqué. Euh, Ouais, il y en a une. Mais après, c'est vraiment le jeu dans sa globalité où je suis vraiment tombé amoureux. Je sais pas si vous avez vu, un jeu qui s'appelle Journey. Ouais. Où là, moi, c'est un jeu que je relance avec plaisir parce que tout est bien. Du son à la musique, au moment de silence, enfin, le jeu en lui-même. Et ouais, moi, je pense que c'est un jeu qui m'a marqué pour le son, mais aussi dans sa globalité. Ouais. Je vous invite d'ailleurs tous à y jouer. C'est pas très long. Et c'est maintenant dispo sur toutes les consoles, je crois. Quelqu'un d'autre? Ouais. D'aller piocher les manques de son? Bah ça va plus vite. Raison numéro 1. Ouais, ça coûte moins cher, ça dépend. Après, il y a des banques de son qui, elles, sont faites par des gens comme des gens avec qui on travaille. Du coup, c'est des gens qui partent aux 4 coins du monde, donc c'est des banques qui sont assez chères et qui en plus après, il y a plein de problèmes légaux de combien d'utilisateurs ont accès à cette banque, il y a des licences multi-utilisateurs, etc. Si on est plusieurs sound designers, par exemple, il y a des banques qu'on doit acheter, on doit acheter plusieurs fois par sound designer. Voilà. Donc après, on essaie vraiment d'avoir un mix des deux en fait. Il y a des choses, c'est pas la peine d'aller les enregistrer parce que ça va nous prendre des jours et des jours, et il y a des banques qui font ça très bien. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait et de la banque et du vrai recording, et souvent on mélange les deux. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une base d'enregistrement extérieur pour aller rajouter de la banque dessus, faire des remixes et refaire des sons à partir de ça. Ouais. Bah ouais. Red Dead Redemption 2. Je comprends pas, je sais pas comment ils ont fait. Mais je parle en audio et je pense que ça s'applique à tous les autres corps de métier, mais en audio ouais, c'est particulièrement. Je sais plus. Ils avaient sorti le nombre de lignes de dialogue, c'est juste 100 fois ce qu'on fait nous, voire 200. Nombre d'heures de musique, etc. Après, on joue pas dans la même cour, on n'a pas les mêmes budgets, etc. Mais, et on n'est pas dans le même nombre de personnes. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Surtout qu'en plus, leur techno, elle est entièrement interne. Du moteur graphique au moteur audio, toute leur techno est interne. Ouais. Ce qui est aussi un avantage pour ce genre de jeu open world, d'avoir sa propre techno, aussi bien en audio d'ailleurs qu'en graphisme. Là, une dernière alors. Alors c'est un sujet sensible sur lequel je ne vais pas m'étendre plus que ça. Ça dépend du compositeur, ça dépend de plein de choses. Après nous, donc Node, on a des jeux en autoproduction, on a des jeux qui sont entièrement financés par un éditeur, on a des jeux en coproduction, donc en fait ça dépend vachement de ça. Et ça dépend le compositeur s'il veut garder les droits ou pas. Enfin après c'est des deals, ça je peux pas en parler puisque
confidentiel. Merci. Je ne sais pas qui enchaîne. C'est toi? Ah, ok. Merci à tous et bonne fin de soirée.